La Belle au bois dormant. Un roi et une reine étaient si heureux de fêter le baptême de leur petite princesse qu'ils invitèrent les 7 fées du pays pour que chacune puisse lui faire un don magique. Elle aurait ainsi toutes les qualités. Au banquet qui suivit, chaque fée reçut un cadeau, de magnifiques couverts en or massif dans un étui d'or incrusté de pierres précieuses. Mais il arriva une vieille fée qu'on n'avait pas invitée, parce qu'on l'avait crue morte. Il fut impossible de se procurer un 8e étui d'or. Elle réagit violemment, vexée, car elle n'avait pas reçu un aussi beau cadeau que les autres. Les fées commencèrent à faire leur don magique à la princesse. La plus jeune fée lui donna la beauté. La deuxième fée, l'esprit. La troisième, la grâce. La quatrième, le don de la danse. La suivante, celui du chant. La 6e, le don de la musique. Le tour de la vieille fée arriva. Elle dit: la jeune princesse se percera la main d'un fuseau et elle en mourra. Toute l'assemblée se mit à frémir. Mais la 7e fée, qui s'était tenue à l'écart par méfiance et qui n'avait pas encore exprimé son don, déclara: je ne peux défaire entièrement ce qui a été fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu de mourir, elle tombera dans un sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. Le roi, pour éviter le malheur prédit par la méchante fée, fit interdire, sous peine de mort, l'usage et la possession des fuseaux. Dans tout le royaume, on brûla tout ce qui servait à filer à la quenouille. La princesse avait 15 ou 16 ans, quand un jour, montant de chambre en chambre dans l'immense château, elle se retrouva en haut d'un donjon face à une vieille femme qui filait sa quenouille. La bonne vieille n'avait jamais entendu parler de l'interdiction. La jeune fille n'avait jamais vu comment on filait la laine. Serait-elle suffisamment adroite pour filer? Oh, ce serait tellement amusant d'essayer. La princesse veut juste faire un essai. Elle file, se pique la main avec le fuseau et tombe évanouie. La bonne vieille cria au secours. Tous les gens de la cour se précipitent. On la frappe doucement, on la masse, la frotte avec des herbes. Rien n'y fait. Elle reste sans connaissance. Le roi accourt et se souvient de la prédiction des fées. Il fait placer la princesse dans le plus bel appartement, sur un lit recouvert de broderies d'or et d'argent. Lui fait mettre ses plus beaux habits. Il ordonne qu'on la laisse dormir. On voit qu'elle n'est pas morte. Elle respire doucement. Elle a la beauté d'un ange. On fit venir la gentille fée qui lui avait sauvé la vie. Craignant que la jeune princesse soit bien seule à son réveil, elle touche de sa baguette magique tout le monde, sauf le roi et la reine, pour qu'instantanément tous tombent dans un sommeil profond. Pages, dames de compagnie, serviteurs, cuisiniers qui tournaient la borche. Seigneurs, laquais et musiciens,
gisent recroquevillés, assis ou allongés un peu partout, un sourire bienveillant aux lèvres. Le roi et la reine firent un baiser d'adieu à leur fille, et, dans le quart d'heure qui suivit, de grandes ronces épineuses, des lianes entrelacées, des buissons épais, des arbres de toute taille se mirent à croître, rendant impossible l'accès au château. Au bout de 100 ans, un fils de roi partit à la chasse avec ses gens. Rendu curieux par la tour qui dépassait d'une forêt impénétrable, il demanda à qui appartenait un si étrange château. Personne ne put lui répondre. L'un lui dit qu'il était certainement habité par des sorcières, l'autre par un ogre malfaisant. Quand un très vieil homme qui habitait ces bois s'approcha et dit: « J'ai entendu raconter par mon arrière-grand-père que dans la plus belle chambre de ce château dormait une princesse belle comme le jour qui attendait le baiser d'un prince pour se réveiller. » Le fils du roi n'eut plus qu'un désir: y pénétrer. Mais comment faire pour franchir cette muraille de ronces? Comment il s'approchait? Les ronces, les arbres s'écartèrent doucement pour le laisser passer, lui et son cheval, se refermant brutalement sur le reste de son équipage. Il se retrouva seul, écoutant l'émeute de ses chiens prisonniers derrière la barrière. Un monde silencieux et étrange l'attendait. Aucune feuille ne bougeait dans les arbres. Partout aux alentours du château, des hommes, des femmes, des animaux dormaient. Après être passé au-dessus des gardes endormis, après avoir traversé plusieurs salles, il découvrit et s'approcha d'une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans. Son exceptionnelle beauté, son éclat resplendissant lui allèrent droit au cœur. Il se pencha vers la princesse endormie et l'embrassa. Elle s'éveilla aussitôt. « Est-ce vous, mon prince ?» lui demanda-t-elle. La fin de l'enchantement était venue. Tout le palais s'était réveillé. Après le silence mortel, c'était un gentil brouhaha qui montait des cuisines du château tout entier. Tout le monde courait, s'affairait et parlait en même temps. Pour célébrer ce retour à la vie, les musiciens se mirent à jouer et ce fut une grande fête. Blanche-Neige. Il était une fois une reine qui se piqua le doigt et voyant une perle de sang sur la neige blanche, elle songea qu'elle aimerait avoir une petite fille avec des lèvres aussi rouges que le sang, la peau aussi blanche que la neige, les cheveux et les yeux aussi noirs que l'ébène. Ce qu'elle avait souhaité si fort se réalisa. La petite fille fut appelée Blanche-Neige. Mais peu de temps après, la gentille reine mourut, et le roi se remaria avec une femme très belle, extrêmement vaniteuse, qui, à tout moment, se tournait vers son miroir magique et lui demandait: « Miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Le miroir, qui ne pouvait mentir,
invariablement lui répondait qu'elle était la plus belle d'entre toutes. Ceci jusqu'au jour où il lui répondit que certes, elle était très belle, mais que Blanche-Neige était bien plus belle encore. Une jalousie, une haine féroce envahit la reine. Elle ordonna à un chasseur de tuer Blanche-Neige et de lui rapporter son cœur. Le chasseur qui avait reçu les ordres entraîna l'enfant dans les bois. Mais là, ému par son innocence et sa beauté, son bras se figea dans l'air et n'eut pas la force de la tuer. Il lui dit de s'enfuir très loin, de courir sans jamais s'arrêter. Il tua alors un chevreuil et on rapporta le cœur à la reine. Celle-ci, ne se doutant de rien, le mangea en croyant que c'était celui de Blanche-Neige. Dans la forêt, la pauvre Blanche-Neige s'arrêta de courir la nuit tombée. Tremblante de peur, de faim et de froid, elle aperçut une lumière. C'était une maisonnette. Elle s'approcha, frappa. Il n'y avait personne. Plus morte que vive, elle y pénétra. À l'intérieur, tout était minuscule, propre et rangé. Il y avait 7 chaises, sur la table 7 petits couverts et 7 petits gobelets. Elle but dans chacun. Il y avait 7 petites assiettes remplies de nourriture et elle goûta dans chacune. 7 tranches de pain, elle mangea un peu de chaque. Il y avait enfin 7 petits lits au drap blanc et elle s'endormit dans le dernier. Les 7 nains qui habitaient la maisonnette entrèrent la nuit tombée. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils virent que quelqu'un avait mangé leur soupe, bu dans leur gobelet, et que ce quelqu'un dormait dans leur lit. Mais ils ne réveillèrent pas Blanche-Neige. Le lendemain, elle leur raconta ses mésaventures. Ils lui demandèrent de rester, de les aider à faire la cuisine et le ménage. Ainsi, elle serait à l'abri de la méchante reine. Ils explosèrent de joie quand elle accepta. Avant de partir au travail, le lendemain matin, ils lui recommandèrent de surtout n'ouvrir la porte à personne. La méchante reine, qui était aussi une sorcière, questionna de nouveau son miroir. Elle fut très surprise d'entendre celui-ci lui dire que si elle était belle, Blanche-Neige qui habitait chez les 7 nains était 1000 fois plus belle encore. Elle décida cette fois d'agir elle-même. Elle mit du poison dans une belle pomme rouge et, déguisée en marchande, s'approcha de la maison des 7 nains. Blanche-Neige, sans se méfier, porta à la bouche le beau fruit rouge qui lui tendait la fausse marchande. À peine avait-elle avalé la première bouchée qu'elle tomba raide, comme morte. La sorcière s'enfuit en riant. Quand les 7 nains revinrent du travail, ils trouvèrent Blanche-Neige inanimée, étendue sur le sol. Ils firent tout pour la faire revivre, mais elle resta sans vie. Ils pleurèrent pendant 3 jours. Comme elle restait aussi délicieusement belle, gardant ses couleurs, ils ne purent se résoudre de l'enterrer.
Ils l'allongèrent dans un cercueil de verre qu'ils transportèrent sur une colline à la lumière du soleil. Nuit et jour, à tour de rôle, un nain veillait sur elle, pendant que les autres partirent travailler. Un fils de roi qui passait par là vint demander de l'eau. Voyant Blanche-Neige dans son cercueil transparent, il resta tellement fasciné par sa beauté qu'il en tomba amoureux. Comme il la prenait dans ses bras, un morceau de pomme empoisonnée tomba de la bouche de Blanche-Neige. Elle ouvrit les yeux sans comprendre où elle se trouvait, mais se sentit vibrer d'amour à la vue de ce beau prince. Elle le suivit dans son royaume et les 7 nains assistèrent à leur mariage. Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui épousa une femme dure et hautaine. Celle-ci avait 2 filles d'un précédent mariage qui lui ressemblaient. Le mari de son côté avait une fille douce d'une très grande bonté. Sa nouvelle femme ne put supporter cette jeune fille. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. Celle-ci frottait du matin au soir et vivait dans la misère, n'osant aller se plaindre à son père. Lorsqu'elle avait fini son travail, elle allait se blottir au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres. C'est pourquoi on l'appelait Cendrillon. Mais, même vêtue de habillants, d'ailleurs, elle était encore 100 fois plus belle que ses sœurs aux habits magnifiques. Le fils du roi